Ma femme n'avait aucune idée de mon passé de tireur d'élite des marines et de mon travail actuel d'âge du FBI. Mais je me suis réveillé juste à temps pour entendre son appel de minuit. « Oui, mon cœur ?» Il ne se doute de rien. Demain soir. Assure-toi oui juste que ça ait l'air d'un carnage. Mais j'avais déjà tout préparé pour en éliminer 10. Ma femme n'avait jamais eu la moindre idée de mon passé de tireur d'élite chez les marines, ni de la nature réelle de mes missions actuelles pour le FBI. Pourtant, cette nuit-là, je suis sorti du sommeil juste assez tôt pour capter son appel passé au beau milieu de la nuit. J'ai entendu sa voix, douce et familière, « Oui, mon cœur ?» Puis cette phrase, qui m'a glacé, « Il ne se doute de rien. » Demain soir. Elle insistait pour que tout ressemble à un véritable carnage. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà prévu de quoi éliminer 10 hommes sans laisser de traces. J'ai toujours considéré que les heures silencieuses, celles entre deux respirations du monde, m'appartenaient. Au cœur de la nuit, quand la maison semblait retenir son souffle, quand l'air paraissait encore engourdi de sommeil et que les murs eux-mêmes donnaient l'impression de vivre en paix, je me sentais chez moi. Mais à minuit 41 précise, je me suis réveillé, la gorge sèche, et tout ce que je pensais maîtriser s'est effondré en un instant. Encore cette phrase, « Oui, mon cœur ?» Il ne se doute de rien. Demain soir. Assure-toi juste que ça ait l'air d'un carnage. Je suis resté figé, une main posée sur la poignée de la porte de la chambre, l'autre serrant mon verre vide. Sa voix, basse et volontaire, portait quelque chose de lourd, presque calculé. Ma femme. Celle que j'avais épousée 3 ans auparavant, celle dont je croyais connaître chaque geste, jusqu'à la petite cicatrice dissimulée derrière son genou gauche. Elle était dans la cuisine, de dos, un téléphone collé à l'oreille, la main libre jouant avec le cordon de son peignoir. Je l'ai entendu rire, un son léger, mais traversé d'un soupçon de nervosité. Puis elle a ajouté d'un ton tranquille, « Je laisserai la porte déverrouillée à 22 heures. » Faites ça vite, faites passer ça pour un cambriolage qui tourne mal, a-t-elle soufflé. J'ai reculé d'un pas avant que le vieux parquet n'ait une chance de me trahir. Toujours pas de colère. Pas de panique non plus. J'ai simplement posé mon verre sur la petite table du couloir et je me suis dirigé vers le garage, comme si je sortais fumer. Elle ne m'a pas remarqué. Elle n'a même pas entendu la porte se refermer derrière moi. Je m'appelle Jacques Brennan. J'ai 46 ans et officiellement, je suis directeur de la stratégie de sécurité pour Valence Opération Group, une entreprise internationale spécialisée dans les infrastructures. Une façade bien propre. En réalité, je travaille pour le Bureau fédéral d'investigation, division contre-espionnage, unité des opérations internes. Depuis 15 ans, je me fonds dans différents rôles civils, traquant les menaces à l'intérieur du territoire américain, vol de données sensibles, infiltration de cartels, réseau de chantage à l'étranger. Avant ça, j'ai servi 10 ans dans les marines. J'étais tireur d'élite éclaireur, déployé sur 5 zones de conflit. Démobilisé avec les honneurs, puis discrètement recruté. J'ai vu des hommes courageux mourir pour avoir accordé leur confiance à la mauvaise personne. J'ai observé au travers d'une lunette des visages amicaux la veille, transformés en assassins le lendemain. Avec le temps, j'ai appris que la première règle de survie n'a rien à voir avec la force ou la rapidité. La clé, c'est le silence. Laisse les autres parler, se croire malins, se dévoiler eux-mêmes. Donne-leur assez de cordes et ils feront le reste. Le garage était plongé dans l'obscurité jusqu'à ce que j'entre la séquence sur le panneau latéral. L'ampoule du plafond a vacillé avant de s'allumer. À première vue, la pièce ressemblait à n'importe quel débarras de banlieue, pot de peinture, établi poussiéreux, boîte à outils. Mais derrière une cloison truquée accessible en glissant 2 doigts au bon endroit, juste derrière le boîtier du disjoncteur se cachait ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La porte s'est ouverte dans un léger déclic. Je suis entré dans une salle de contrôle de 12 pieds sur 12, murs renforcés, insonorisation complète, un bureau glacé sous mes doigts, 4 moniteurs, accès fibre, 3 brouilleurs de signaux et un système de sauvegarde dédié. Mon refuge. Je me suis assis, j'ai laissé mon souffle redevenir régulier, puis j'ai lancé l'enregistrement audio de la maison.
Je l'avais entièrement recablé 2 ans plus tôt. De minuscules micros en céramique étaient dissimulés un peu partout, luminaires, bouches d'aération, plaintes. J'ai remonté le flux de 10 minutes et j'ai réécouté. Oui, mon cœur, il ne se doute de rien. J'ai fermé les yeux pour laisser ces mots se déposer en moi. Ce n'étaient pas les phrases en elles-mêmes qui comptaient, mais ce que j'entendais dessous. Ce ton-là. Celui que j'avais déjà entendu dans d'innombrables salles d'interrogatoire. Ce parfum propre aux menteurs, l'assurance fragile, la malice qui transparaît malgré eux. L'appel terminé, j'ai changé de source vidéo. La caméra de la cuisine montrait ses doigts qui couraient sur le clavier de son téléphone. J'ai capté le numéro en direct et je l'ai injecté dans un traceur via un mobile jetable. Le résultat est tombé immédiatement, un prépayé, enregistré à 3 villes plus loin, avec des signaux qui rebondissaient sur des antennes utilisées par des proches du cartel Najra. Des réseaux qui trafiquent, torturent, exécutent. Je connaissais leur marque. J'avais déjà nettoyé après eux. Je l'observais maintenant se servir un verre de vin, s'installer sur le canapé et sourire. S'offrir un sourire. Ce sourire qui autrefois me faisait fondre, et qui désormais me glaçait jusqu'aux doigts. Elle pensait partager sa vie avec un type banal, un cadre trop occupé, amateur de plats à emporter, habitué à oublier les anniversaires mais consciencieux avec les factures. Elle ignorait que, sous le sol du garage, un coffre discret abritait une mallette remplie de munitions M118 sur mesure et un fusil démontable que j'avais utilisé en Jordanie. Elle n'imaginait pas que chaque pièce de cette maison pouvait être transformée en piège mortel en moins de 2 heures. Elle ne savait pas que j'avais étudié chaque entrée, chaque sortie, chaque angle de vision de notre installation. Elle n'avait aucune idée que j'attendais. Pas par paranoïa. Par réflexe. Quand on passe 3 décennies à marcher parmi les ennemis, on finit par compter les pas, les ombres, les angles morts, même en se brossant les dents. Ce genre d'habitude ne disparaît pas parce qu'on signe un prêt immobilier. Je l'ai regardé terminer son verre et prendre le chemin de la chambre. Elle n'a pas verrouillé la porte de derrière. Inutile pour elle. Il devait venir demain. Elle croyait avoir préparé le terrain. Elle s'était trompée. Elle pensait avoir épousé un civil. J'ai ouvert le coffre, récupéré la mallette, et dévoilé son contenu. Le fusil m'attendait, fidèle, comme toujours. J'ai commencé à l'assembler, chaque pièce retrouvant sa place avec cette précision qui ne s'oublie jamais. Dans le silence, j'ai soufflé pour moi-même. Un carnage, très bien. C'était ce qu'elle voulait. Ce qu'elle allait obtenir. On dit que les pires trahisons ne s'annoncent pas avec des cris. Les vraies trahisons ne s'annoncent jamais avec un fracas. Elles se glissent dans le silence. Et quand elles s'abattent, on ne perçoit pas son propre cœur se briser, seulement une espèce de vide qui s'installe, un silence encore plus dense que le reste de la pièce. Un silence qui n'a rien de normal. La nuit où j'ai surpris ma femme en train de glisser ses mots meurtriers au téléphone, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'ai pas arpenté la maison. Je n'ai même pas cherché à me calmer avec un verre. Je suis simplement resté dans ma salle de surveillance, immobile, à repenser à un autre lieu, un autre temps, la vallée de Korangal, en 2006. Un endroit où rien ne restait jamais tranquille. Même les arbres semblaient lutter pour respirer. La chaleur avait une façon de s'accrocher à la peau, presque comme un animal. Là-bas, on apprenait à demeurer immobile pendant des heures, sans cligner des yeux, sans remuer un muscle, en laissant ses pensées disparaître une à une. On n'avait qu'une seule tâche, écouter. Attendre. Puis, à un moment, une silhouette se déplaçait, à peine, juste assez pour légitimer un tir. Je me souviens encore de la première fois où j'ai attendu trop longtemps. Ce jour-là, 2 de nos gars ont fini étendus dans la boue, vidés de leur sang, simplement parce que j'avais hésité une seconde. Dans ces lieux, il ne faut pas une balle pour mourir. Un doute suffit. C'est ce jour-là que je me suis juré une chose, ne jamais laisser la trahison m'atteindre avant que je l'ai vue venir. J'ai emporté cette promesse avec moi en quittant le front. Les fantômes, eux aussi, m'ont suivi.
J'ai seulement appris à leur donner d'autres noms. Nouveaux uniformes, nouveaux masques, mais le même regard vide. Quand j'ai rencontré ma femme, je travaillais sous couverture comme consultant pour Valence OPS, plongé dans un réseau clandestin lié au bureau. Elle avait été embauchée comme analyste système, chargée de redéfinir notre interface logistique. Brillante, chaleureuse, avec une manière particulière d'adorer son café, brûlé et sans sucre. Elle m'avait confié que son précédent compagnon l'avait arnaqué via une escroquerie crypto, et qu'à cause de ça, accorder sa confiance était devenu compliqué. L'ironie aurait dû me frapper ce jour-là. Mais j'étais usé. Épuisé du jeu, des faux-semblants, des demi-vérités. Avec elle, j'avais eu l'impression d'enfin pouvoir décrocher mon fusil du mur et le laisser prendre la poussière. Elle avait même ri en découvrant la cicatrice au-dessus de ma clavicule, prétendant qu'elle ressemblait au logo Nike. Just do it, avait-elle soufflé avant de l'embrasser. C'était une reddition, au fond. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte que c'était la mienne. Puis de petits détails ont commencé à s'empiler, doucement mais sûrement. Des appels professionnels dont le ton devenait soudain inaudible. Des week-ends chez sa sœur transformés, du jour au lendemain, en urgence mystérieuse. Des interrogations innocentes sur mes pensions, mes mots de passe, mes protocoles. Je continuais pourtant à lui trouver des excuses, à blâmer mes propres blessures psychologiques. On finit par croire qu'on voit des ombres partout, alors que parfois, l'ombre existe bel et bien. À 4h12 du matin, je me suis levé. J'ai récupéré 2 téléphones jetables, l'un caché derrière la grille d'aération, l'autre enfoui dans le grenier. Pas de traces numériques. Pas d'empreinte. Chacun associé à une identité fictive soigneusement établie. J'ai envoyé un message à 2 de mes contacts les plus fiables au bureau. Je ne leur ai pas tout dit. Juste assez, possible fuite. Actif compromis. Mise en alerte recommandée. J'ai ajouté la phrase clé, Rossignol a quitté son perchoir. En moins de 6 minutes, j'ai reçu la confirmation. 2 dead drops activés. L'un dans une poubelle d'une ruelle, l'autre derrière un distributeur de boissons à ma salle de sport. Si quelque chose m'arrivait, la machine se mettrait en marche. J'ai effacé les téléphones, broyé les cartes SIM et dispersé les morceaux dans 3 sacs poubelles distincts, chacun perdu dans un pâté de maisons différents. Le lendemain matin, plus aucune trace. Il me restait la maison. Pendant des années, j'avais joué le rôle du mari incapable de resserrer un joint de robinet. C'est précisément ce qui m'avait permis d'installer tout mon matériel sans éveiller le moindre soupçon. Dans le garage, un déclencheur de pression reliait les 2 entrées latérales à un détecteur perfectionné. La baie vitrée arrière était équipée d'une alarme silencieuse qui se déclenchait dès qu'elle bougeait d'1 millimètre. 2 caméras sans fil étaient dissimulées dans les gouttières, renvoyant un flux privé directement sur ma montre. Si quelqu'un me regardait ce matin-là, il aurait eu l'impression que j'arrosais mes plantes. Je posais des mines. Quand le soleil s'est levé, la maison n'était plus un foyer, c'était une zone fortifiée. Je me suis préparé un shake protéiné que je n'ai pas touché, puis j'ai ouvert le coffre. La longue mallette reposait là, intacte, depuis presque 2 ans. Non pas parce que je l'avais oubliée, mais parce que j'espérais sincèrement ne plus jamais devoir l'ouvrir. Je l'ai déposée sur la table et j'ai déclipsé les loquets. Le fusil semblait m'attendre, comme un compagnon de route revenu d'un long silence. M110 semi-automatique, lunettes personnalisées, munitions subsoniques, canon silencieux. Le genre d'outil qu'on ne transporte plus dans un avion, sauf avec un badge étoilé et une bonne dose de signature du Congrès. J'ai vérifié la chambre, impeccable. J'ai glissé la première balle, une munition artisanale, pointe creuse, marquée d'une gravure sous la douille, K21, Killzone 21. Pas une dotation officielle. La mienne. Alors j'ai parlé. Pas à elle, pas à un être humain. Au fantôme qui avait pris place dans la pièce. Demain, mon cœur. Ai-je soufflé. Allons provoquer un carnage. Un sourire m'a échappé. Elle croyait avoir laissé une porte ouverte à des assassins.
Elle ignorait que je l'avais déjà ouverte pour eux. L'odeur m'a frappé avant que j'entre dans la cuisine, faux filet grillé, beurre, ail, romarin. Le trio gagnant. Elle avait fait un effort remarquable. Quand je suis apparu dans l'encadrement de la porte, je l'ai vue, tablier noué, cheveux relevés comme elle ne les portait plus depuis des mois, sourire parfaitement naturel, comme si les 24 dernières heures n'existaient pas. « Te voilà » a-t-elle lancé gaiement. Le dîner est presque prêt. Je me suis dit qu'on méritait une belle soirée à la maison. Elle a dressé le steak avec une précision presque artistique. Une bougie vacillait au centre de la table. Le vin cher, celui qu'on avait gardé pour notre anniversaire, était déjà ouvert, en train d'aérer comme il faut. Une scène impeccable. Du théâtre, parfaitement joué. Je me suis assis face à elle, observant ses gestes trop assurés, trop contrôlés. Elle m'a servi un verre, ses doigts frôlant les miens, comme pour confirmer son rôle d'épouse attentionnée. Je lui ai rendu son sourire. Elle a levé son verre, à nous. Alors, j'ai levé le mien. À demain. Elle s'est immobilisée d'un coup. Ce n'était presque rien, juste un clignement un peu trop appuyé et un léger tressaillement au niveau de sa mâchoire, mais je l'ai remarqué. Je remarque toujours tout. Ensuite elle a laissé échapper un rire fin, beaucoup trop léger pour être naturel. Tu ne vas pas m'expliquer ce que tu veux dire par là, hein? Je me suis contenté de trancher dans mon steak. Pas maintenant. Elle m'a fixé quelques secondes avant de bifurquer brusquement vers un autre sujet. Elle s'est mise à parler du chien du voisin, du temps, d'une série qu'elle voulait qu'on regarde ensemble. J'acquiesçais, sans vraiment participer. Tout ce qu'elle disait résonnait comme un fond sonore flou, un bourdonnement sans sens. Ce n'était pas ma femme qui parlait. Ce n'était qu'une façade, une enveloppe impeccable, conçue pour me garder docile, aveugle, affaibli. Après le dîner, elle s'est levée en prétextant un appel à passer. Ma sœur, a-t-elle soupiré en levant légèrement les yeux au ciel. Encore une de ces crises, soi-disant. Je me suis calé contre le dossier de ma chaise. Vas-y, prends ton temps. Elle a attrapé son manteau, m'a lancé ce sourire auquel j'avais un jour cru, puis a franchi la porte d'entrée. J'ai compté 6 secondes avant de tapoter 2 fois le cadran de ma montre. Le drone du garage caché dans un vieux bac de matériel d'entretien du jardin s'est mis en route et s'est envolé, suivant sans bruit la balise GPS que j'avais glissée dans la doublure de son manteau l'année précédente. Pas par paranoïa à son sujet, mais parce que je me méfie toujours du confort. L'écran s'est éclairé. Elle ne prenait absolument pas la direction du quartier où vit sa sœur. Elle a bifurqué à gauche après la sortie d'autoroute, puis s'est engagée sur une voie de service déserte qui aboutissait à une impasse, sur un ancien chantier à l'abandon, à l'ouest de la zone industrielle. Le drone l'a filmée lorsqu'elle s'est arrêtée près d'une camionnette blanche. 2 autres étaient déjà garés là. À peine descendus, 9 silhouettes ont émergé de l'obscurité pour la rejoindre. 10 hommes en tout. Tenue tactique complète, bottes noires, gants, casques équipés de vision nocturne. Ce n'était pas une bande d'amateurs ni des voyous du coin. C'était du paramilitaire pur et dur. Méthodique, discipliné, précis. Puis je l'ai vu embrasser l'un d'eux. Rien d'un baiser poli ou d'un simple prétexte. Un baiser long, intime, presque tendre. Je n'ai senti ni fêlure dans ma poitrine, ni tremblement dans mes mains. Ce qui montait en moi était plus froid que la colère, plus ancien que la peine. C'était une forme de lucidité absolue. La femme que j'avais aimée n'était plus là depuis longtemps. Peut-être même qu'elle n'avait jamais été réelle. Ce qui se tenait plutôt dans ma cuisine n'était que son apparence, portée comme un costume par quelque chose d'autre. Quelque chose de marchand. Quelque chose de dangereux. J'ai coupé le flux du drone et je me suis levé. Pas un mot, pas un rituel. Juste le mouvement. J'ai rouvert la mallette et glissé le fusil démonté dans mon sac à dos, avec cette aisance née de l'habitude. J'ai ajouté 2 chargeurs, mon couteau de combat courbe et une lampe frontale en mode faible. Puis j'ai quitté la maison par le portillon latéral, me faufilant dans la bande d'arbres derrière le jardin,
le passage que j'empruntais autrefois pour réfléchir. J'avançais vite, toujours à l'abri, franchissant les clôtures, longeant les ruelles, jusqu'à ce que les pavillons deviennent plus espacés et que les arbres forment un couvert plus dense. La ville bruissait encore derrière moi, mais ici, juste après la carrière de gravier, il n'y avait plus que du vent et des clôtures rongées par la rouille. Je me suis accroupi derrière un rideau de broussailles, à la limite du terrain. De là où j'étais, je distinguais la camionnette, les sacs d'équipement, et les hommes en train de charger des fusils équipés de silencieux et de distribuer des oreillettes. Elle, debout devant eux, montrait un plan imprimé. Ma maison. Elle leur détaillait les points d'accès, les zones où se trouvent les détecteurs de mouvement, même l'endroit exact où je pose mon téléphone sur le comptoir avant d'aller dormir. Elle ignorait complètement que ce plan avait été modifié par mes soins 2 semaines plus tôt. Le coffre qu'elle désignait n'était qu'un leurre. Les angles morts, en réalité, envoyaient chaque variation thermique directement sur mes appareils. Elle n'avait jamais compris que cette maison n'avait jamais été la sienne à cartographier. Je l'ai vu rire encore, et l'un des hommes lui donnait une tape camarade dans le dos, comme si elle faisait naturellement partie du groupe. Peut-être que c'était le cas depuis longtemps. J'ai ajusté la sangle de mon sac, roulé mes épaules et relevé ma capuche. La lune éclairait les ruines, mais je suis resté fondu dans la lisière des arbres, invisible pour quiconque ne chercherait pas un fantôme. C'est elle qui m'avait appris à disparaître, à glisser entre le vent et les barbelés, entre un battement de cœur et le suivant. Et cette nuit-là, je n'avais aucune intention de rentrer chez moi. Je marchais droit vers la zone d'exécution, le doigt déjà posé où il fallait. J'y étais avant eux, allongé au 2e étage de ce qui restait d'un ancien bâtiment administratif du chantier, un squelette de béton. De ma position, j'avais une vue parfaite sur l'entrée, sur les flancs nord et ouest, ainsi qu'un angle partiel sur le rez-de-chaussée. Mon fusil était calé, l'élévation réglée, le vent estimé à 0. Tous mes pièges étaient préparés. Tous mes angles maîtrisés. Ils sont arrivés vers 21h43, avec la désinvolture d'une bande d'étudiants en route pour un feu de camp, ricanant, se taquinant. L'un d'eux a même décapsulé une bière. Trop sur 2. Trop confiant. Il pensait n'avoir qu'un type endormi à abattre, une formalité. J'en ai vu un sortir du 2e SUV, un presse-papier à la main, portant encore le manteau que je lui avais offert l'hiver dernier. Celui dans lequel, disait-elle, elle se sentait protégée. Je l'ai entendu les appeler pour attirer leur attention, pointer le plan. Grâce au micro parabolique, je captais sa voix avec une netteté glaçante. Assurée. Dominante. Ce n'était pas un appât, c'était leur officier traitant. L'accès par le couloir est là, disait-elle en tapotant un coin du document. Il dort presque toujours tourné vers la porte. Visez bas, silencieux, dans la tête et dans le cœur. Foutez un peu de bazar. Renversez des tiroirs, coupez 2 ou 3 câbles. On fera passer ça pour un cambriolage qui a dégénéré. Un des hommes a éclaté de rire. De l'argent facile, a-t-il lancé. Elle a esquissé un sourire. Ne vous enflammez pas trop vite. Il est loin d'être aussi idiot qu'il en a l'air. Sur ce point, au moins, elle disait vrai. Ils ont forcé le mur sud en premier, exactement comme je l'avais anticipé. Les capteurs de pression étaient réglés pour réagir à leur poids avec précision. Une fois activés, ils déclenchaient un compte à rebours silencieux de 5 secondes, juste assez pour leur laisser croire qu'ils avaient une chance de se regrouper. J'ai attendu. Le premier s'est déplacé avec une rapidité entraînée, son fusil calé contre l'épaule, sécurisant le coin. Il a franchi 2 pas au-delà de la poutre en contreplaqué avant de s'effondrer, la poitrine transpercée. Une balle sans signature sonore, directement dans le sternum. Pas d'écho, seulement la masse de son corps heurtant le béton. Le deuxième a réagi trop brusquement et a déclenché l'éclair enterré dans la cloison. Il a reculé, désorienté, et a titubé droit dans la charge à clous camouflée dans l'évier. Elle ne l'a pas tué. Elle s'est contentée de lui arracher les jambes. Le cri qui a suivi n'avait rien d'humain, c'était celui d'une bête blessée qu'on achève.
La panique s'est propagée instantanément, comme un gaz qui envahit chaque recoin. Ils se sont éparpillés, cherchant un abri, essayant de comprendre d'où venaient les tirs. Ils n'avaient aucune idée que je n'étais pas à l'intérieur. J'étais au-dessus d'eux, dehors, hors de portée. Les troisième et quatrième sont tombés sans difficulté. 2 balles chacun. Une dans l'arrière du crâne, l'autre dans la gorge juste au moment où l'un tentait de donner des ordres. Elle, de son côté, hurlait, essayant de maintenir une soi-disant formation. Identifier le tireur. Bouger. Mais il n'y avait plus de formation. Il n'y avait que du désordre. J'ai vu l'un tenter d'emprunter l'escalier. Il a déclenché le fil-piège. Il n'a même pas atteint la 2e marche, les barres de soutien ont cédé exactement comme prévu, et il est tombé droit sur les tiges d'acier que j'avais plantées sous le plancher. À ce stade, 6 était déjà hors jeu. Le numéro 7 a foncé dans un passage latéral et a percuté le fil relié aux éclats de céramique. Pas de quoi le tuer, mais suffisamment pour qu'il lâche son fusil. C'est à ce moment-là que je lui ai pulvérisé la rotule. Je n'ai pas mis fin à ses jours immédiatement. Je voulais qu'il la voie pendant qu'il se vidait lentement de son sang. Les 8 et 9 ont tenté de rejoindre la camionnette. Je les ai fauchés dans le dos, bien avant qu'ils n'atteignent le capot. Leur signature thermique brillait comme des fusées rouges dans ma lunette. Prévisible. Linéaire. Faible. Le dernier, le numéro 10, était celui qu'elle appelait « mon cœur ». Je le savais parce qu'il n'arrêtait pas de hurler son prénom, persuadé qu'elle viendrait le sauver. Il a tenté de s'échapper, désarmé, suppliant des renforts sur un téléphone jetable qui n'allait jamais se connecter. Il a parcouru 4 mètres. Avant que j'émerge enfin de l'ombre. Je n'ai pas tiré. Je l'ai poignardé. Une seule fois. Sous la cage thoracique, en remontant. Son souffle s'est coupé net et il s'est effondré à genoux. Il a levé les yeux vers elle, suffocant, incapable de comprendre la trahison qui l'avait conduit là. Elle l'a rattrapé comme elle a pu, tentant de le soutenir, alors que le sang ruisselait sur son jean. Non, non, s'il te plaît, reste avec moi, murmurait-elle en pressant sa main contre sa poitrine. Je suis alors sorti complètement, à découvert, le fusil en bandoulière, les dernières charges déjà armées derrière moi. Elle a levé la tête et s'est figée. Ses mains étaient rouges, son visage tordu par une émotion brutale et ce n'était pas la peur. C'était le choc. La perte. Peut-être même un semblant de regret. Je te faisais confiance. A-t-elle soufflé entre 2 halètements. Je l'ai fixé sans cligner des yeux. Ma propre voix est sortie plus glaciale que je ne l'aurais pensé. Je t'ai fait confiance bien avant toi. Elle a voulu saisir quelque chose, je n'ai pas attendu de voir quoi. Je l'ai plaqué au sol, lui ai passé les menottes dans le dos et les remises debout d'un geste sec. Elle a crié, s'est débattue, mais tout était terminé. Son unité improvisée avait cessé d'exister. Il ne restait plus personne pour la tirer de là. Le minuteur tournait, 3 minutes. La conduite de gaz factice que j'avais installée au sous-sol commençait déjà à se vider. Quand quelqu'un tomberait sur les lieux, il ne resterait plus qu'un cratère fumant, 10 corps méconnaissables, et aucune trace de ma présence. Elle était la seule chose que je gardais encore sous la main, un dernier dossier à clore, en attente de transfert. La salle de débriefing où on l'a conduite était stérile, sans fenêtre, éclairée par un néon dont le bourdonnement me hérissait toujours le poil. Le sceau du service était accroché au mur, moins comme un emblème que comme une menace silencieuse. 2 caméras fixées dans les coins surveillaient chaque geste, derrière la vitre teintée se tenaient probablement 2 analystes, peut-être un chef d'équipe. Elle était assise face à moi, menottée à la table vissée au sol. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le trajet. Ni supplication, ni colère. Un mutisme chargé d'aveux qu'elle ne prononcerait jamais. Mon contact a fini par entrer, l'agent Mendez. On avait bossé ensemble sur 2 opérations, une à Chicago, une autre à Tucson. Un type vif, fiable, qui ne posait jamais une question inutile.
Il m'a simplement adressé un signe de tête. On s'en occupe à partir de maintenant. Je me suis levé sans lui accorder un regard, mais je sentais ses yeux sur moi. Pas de tristesse. Pas de fragilité. Rien qu'une haine muette. Ça me convenait. C'était la suite logique. Elle allait être intégrée au processus d'opération Glace-Veil, une enquête tentaculaire sur les réseaux d'infiltration des cartels, utilisant des civils comme pions pour séduire et compromettre des agents. Elle n'était pas seulement une manipulatrice. Elle était un maillon essentiel d'une machine plus vaste, une recruteuse, un agent traitant, et si ses messages étaient exacts, la gardienne d'une liste de 3 douzaines de cibles potentielles. Moi, je n'avais été qu'un test. Une répétition générale. Mendez a détaché sa chaîne, l'a remise debout et l'a emmenée sans ménagement. Elle ne s'est pas retournée. Moi non plus. Aucune tape dans le dos, aucune médaille. C'est la règle dans ce travail, quand on le fait bien, personne ne doit même savoir qu'on était là. J'ai signé les derniers papiers et j'ai quitté le couloir menant au garage. Le soleil du matin m'a frappé de plein fouet, une lame de lumière après des heures passées sous terre. J'ai plissé les yeux, encaissant la brûlure, puis j'ai marché jusqu'à mon camion garé au bout du parking. Dans la boîte à gants m'attendait mon véritable téléphone. Il restait éteint, intact, exactement comme lorsque j'avais lancé la procédure de secours 3 nuits plus tôt. Je n'y avais pas touché. Pas encore. À la place, j'avais pris la route vers l'est, au-delà des limites de la ville et de la zone couverte, jusqu'aux terres broussailleuses que plus personne ne surveillait. Là-bas, les routes se lézardaient, disparaissaient sous la poussière, et le vent semblait avoir juré de ne jamais se reposer. Je me suis arrêté aux alentours du kilomètre 212, puis j'ai parcouru le dernier segment à pied. Mon matériel m'attendait exactement où je l'avais laissé, sous un tronc creux, dans un sac étanche enveloppé 2 fois et protégé contre l'humidité. Le fusil, je l'ai remonté en quelques minutes après l'avoir démonté et inspecté. Mes mains suivaient la cadence machinalement, comme si elles récitaient une vieille prière. Une prière que je n'avais pas formulée depuis des années, mais dont chaque geste me revenait sans effort. J'ai installé mon bivouac comme lors de mes anciennes missions en solitaire, sans un bruit, sans fioriture, simplement ce qu'il fallait pour tenir. Pas de feu, aucune lumière. Juste une gourde d'eau fraîche et un coin de terre plane sous un ciel constellé d'étoiles, des étoiles qui n'exigeaient aucune explication. Ensuite, je me suis posé. Pas de rapport à rédiger, aucune montée d'adrénaline. Seulement les résonances de tout ce que je n'avais jamais osé dire. J'ai tiré de ma poche intérieure un petit carnet, sans marque, sans nom. Des pages vierges que je réservais aux vérités que je ne formulais jamais à voix haute. J'ai sorti un morceau de crayon et j'ai commencé à écrire, lentement, de façon réfléchie. Je n'avais jamais réellement cherché la vengeance. Ce qu'il me fallait, c'était simplement être reconnu. J'ai hésité un instant avant d'ajouter, et maintenant, je suis redevenu invisible. Tout comme je l'ai toujours voulu. J'ai détaché la page, l'ai pliée en 3, puis j'ai allumé une allumette. La flamme a embrasé le papier d'un coup, le dévorant comme s'il tordait sa propre peau. Je l'ai tenu jusqu'à sentir la chaleur mordiller mes doigts, puis je l'ai laissé tomber au sol et j'ai observé la cendre se disperser sous une brise légère. À l'entraînement, on racontait une vieille histoire, nous autres, les infiltrés de longue durée, les ombres, les fantômes, ne revenons jamais vraiment. On apprend à s'effacer au point d'oublier comment vivre en pleine lumière. J'avais toujours pensé que c'était noirci à l'excès. Maintenant, je reconnais que c'est une vérité discrète, mais bien réelle. Je me suis étendu, le fusil posé à portée de main, les yeux baignés dans l'infini des étoiles. Quelque part, très loin, elle se trouvait enfermée, et cette fois dans une véritable cellule. Protocole, interrogatoire, débriefings interminables. Le reste de son existence se déroulerait dans des salles semblables à celles où je l'avais laissée. Et je n'irai pas la voir. Je ne consulterai même pas les rapports. Parce que cette histoire ne tournait plus autour d'elle. Elle parlait du silence qui vient après. Le silence pour lequel j'avais été formé,
celui qui m'avait accompagné si longtemps. Ce bourdonnement étrange et apaisant qui n'existe que lorsqu'on se trouve entre deux identités, entre deux objectifs, entre deux fantômes. Juste avant le lever du jour, je me suis relevé, j'ai passé mon sac sur l'épaule et j'ai orienté mes pas vers les collines. Personne n'avait une vision complète de ce que j'avais accompli. Personne. Pas même le bureau. Et c'était précisément l'intention. Le lendemain m'apporterait un nouveau nom, un autre dossier, un visage différent à endosser. Mais cette nuit-là, pour quelques heures précieuses, je n'étais personne. Et cette absence de moi-même me convenait parfaitement.